Bienvenue sur Breakthrough Burnout, le podcast bilingue qui vous aide à mieux comprendre le burn-out et vous donne les clés pour vous reconstruire et revivre. Je suis Florence Parot, sophrologue, coach, auteur, spécialiste du burn-out et ex-burnouté. Au cours des épisodes du podcast, en solo ou en conversation avec d'autres spécialistes, en français ou en anglais, je vous aide à comprendre toutes les facettes du burn-out pour mieux l'éviter ou le surmonter. Breakthrough Burnout, c'est le podcast qui vous aide à comprendre et revivre. Aujourd'hui, j'avais très envie de vous parler d'activité physique dans le cadre du burn-out. Parce qu'on lit, on entend tout et son contraire, mais notamment beaucoup le fait qu'il faut faire de l'exercice, que c'est indispensable, qu'il faut absolument se mettre en mouvement, qu'il faut que cela fasse partie de votre quotidien pour être en équilibre, etc. Ce qui est vrai de façon générale pour la majeure partie des gens ne l'est pas forcément ici. Et cela peut même poser problème si vous vous mettez à faire une activité physique un peu dans n'importe quel sens. Il va falloir distinguer différents moments, bien sûr. Si on parle d'abord de l'avant-burnout proprement dit, donc avant l'effondrement lui-même. Dans toute cette période où vous devenez de plus en plus fatigué, où tout devient de plus en plus compliqué, beaucoup ne font plus d'exercice physique de toute façon. Donc la question ne se pose pas. Mais il y a, et j'en ai déjà parlé, certaines personnes qui, lorsque cette période d'épuisement s'accélère et approche dangereusement de l'effondrement, au contraire, se mettent à pratiquer leur sport de prédilection à outrance. D'un coup, ils en font beaucoup plus. Ça, c'est étonnant d'ailleurs à constater. Mais il y a sûrement de nombreuses explications, mais c'est un fait. Certaines personnes, en approchant de l'effondrement de burn-out potentiel, certaines personnes qui continuent à avoir une activité physique se mettent tout d'un coup à en faire beaucoup plus. Par exemple, ils allaient à la salle de gym une fois par semaine ou deux. Ou bien ils faisaient un footing une ou deux fois dans la semaine. Tranquillement, j'allais dire. Et d'un seul coup, presque d'un jour à l'autre, eh bien, c'est tous les jours. Et c'est, je vais aller à la salle de sport à 6h du mat, puisque de toute façon, je suis réveillée. Je vais faire 2 heures et puis j'y retournerai tout le samedi après-midi. Et le dimanche, je vais préparer un triathlon, par exemple. Mais j'entends beaucoup ce genre de choses. Des personnes qui d'un coup se mettent à vouloir préparer un marathon, à vouloir grimper un sommet périlleux et enneigé, que sais-je, à faire un trek dans le désert particulièrement complexe, et qui se mettent donc à s'entraîner de façon très soutenue. Ça, à ce stade-là, c'est très dangereux. Parce qu'effectivement, autant continuer à faire un peu d'exercice régulièrement, en douceur, dans cette phase-là, peut apporter de l'équilibre, autant en faire autant que cela va amener en fait à venir consommer le peu d'énergie qui reste et donc à aller encore plus vite et encore plus sûrement vers l'effondrement en burn-out. Donc, du sport, de l'exercice physique, lorsqu'on est dans la phase de pré-burn-out, j'allais dire très proche de l'effondrement en burn-out, pourquoi pas, mais à dose très légère et vraiment plus comme quelque chose qui peut être du plaisir, mais certainement pas fait dans une optique où il va y avoir une idée vraiment d'aller faire quelque chose d'intense, quelque chose de compétitif. Donc, de préférence, peu. Là, les leviers pour aller éviter d'aller au burn-out, ça va plutôt être
le repos, l'alimentation, le rééquilibrage de l'activité, enfin plein d'autres choses. Mais en ce qui concerne l'activité physique, la solution n'est certainement pas d'augmenter le niveau d'exercice physique que vous faites. Ça peut même être très dangereux. Si maintenant on parle, j'allais dire du pendant et de l'après, c'est-à-dire une fois que le burn-out proprement dit est là, post-effondrement. Là, de toute façon, dans les premiers mois, vous serez bien en peine de faire de l'exercice, vous pourrez à peine vous lever. Donc, ces premiers mois-là, la question ne se pose même pas. La question, ceci dit, peut se poser au bout de 6 mois, 8 mois, 1 an, parfois même avant pour certaines personnes, surtout pour ceux qui étaient habitués à faire effectivement de l'entraînement avant. Et le risque, c'est que dès que vous sentez quelques signes que « Ah bah tiens, aujourd'hui j'ai un peu plus d'énergie, aujourd'hui je me sens un peu mieux », le risque est de se jeter à corps perdu, c'est le cas de le dire, dans de l'activité physique. Là encore, attention, un exercice mal dosé peut épuiser à nouveau. Il y a même un très fort risque de malaise post-effort. Donc c'est vraiment à éviter à tout prix. Là encore, ne pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Et surtout, doser. Il faut aussi ne pas confondre le burn-out avec d'autres problématiques où on va se dire, tiens, la personne a envie de bouger, elle a envie d'aller courir, elle a envie d'aller nager, c'est bien, c'est chouette, ça montre qu'elle est en train de se remettre, il va falloir l'encourager. Là, j'aurais tendance à répondre oui, mais non. C'est-à-dire que ça peut éventuellement faire du bien, tout dépend dans quel dosage, là encore. Si c'est aller se balader, si c'est aller passer un moment à la piscine en nageant, ou comme j'aime à dire à mes clients, en nageotant, c'est-à-dire vraiment en étant dans le plaisir du mouvement, du contact avec l'eau, et pas dans le combien je fais de longueur en temps de temps, donc pas dans un esprit de compétition. Pourquoi pas? Là encore, ça dépend combien de temps et à quel moment de la reconstruction du burn-out on se trouve. Mais le problème en burn-out, ce n'est pas tant l'envie, parce que, sauf si effectivement vous êtes en reconstruction de burn-out depuis très longtemps, et où donc peut-être ça peut commencer à ressembler à de la dépression, le burn-out n'est pas une dépression. Et les personnes en burn-out, soit très proches du burn-out, de l'effondrement, ou même dans les mois qui suivent, n'ont qu'une envie, c'est de bouger, c'est de faire des choses, c'est d'être active. Pas forcément de retourner dans un endroit de travail qui a pu être éventuellement traumatisant, quand c'est le cas, bien sûr, mais les personnes en burn-out ont envie d'action. Donc le fait que quelqu'un ait envie d'aller faire un trek dans le désert, alors que ça fait que 4 mois qu'ils se sont effondrés, n'est pas bon signe. Ce n'est pas signe que la personne va mieux. C'est signe que la personne n'a pas encore bien senti ses limites et ne sait pas encore comment doser son effort et où s'arrêter. Donc, si vous êtes du côté des professionnels qui suivent des personnes en burn-out, surtout n'allez pas leur dire que c'est une très bonne idée de se mettre à faire beaucoup plus d'exercices alors que ça ne fait que 4 mois, 6 mois, 8 mois que ces personnes ont fait un burn-out. Un peu oui, et on va voir comment, mais surtout pas trop, et surtout pas dans un contexte où il y a de la compétition. Même si on a affaire à un professionnel, un sportif professionnel, j'entends. De façon générale, de façon à avoir un peu un guide, même si on sait que c'est différent d'une personne à une autre, je dis souvent qu'attendre au moins 1 an après l'effondrement, avant de penser à reprendre une activité physique, c'est pas mal. Ça donne un bon curseur. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut rester au fond de son lit pendant 1 an. Alors malheureusement, les premiers mois, on a un peu du mal à faire autre chose qu'à être en mode allongé. Le simple fait de devoir aller faire ses courses ou se préparer à manger peut être insurmontable. C'est même quasiment tout le temps le cas. Mais dès que c'est possible, l'idéal, ce sont de petites balades.
juste d'aller se promener. Mais aller se promener quand on est en burn-out, c'est pas faire 10 km, c'est faire peut-être 500 mètres. C'est faire même peut-être au début 100 mètres autour de la maison. Et pourquoi pas? N'allez pas vous lancer bille en tête à marcher 2 km en vous éloignant de chez vous pour vous rendre compte que vous ne pouvez pas revenir. Donc commencez par des choses toutes simples. Si vous êtes en ville, un petit tour du pâté de maison, s'il n'est pas trop gros. Le pâté de maison. Si vous êtes à la campagne, peut-être se dire aujourd'hui je vais faire 200 mètres dans un sens, 200 mètres dans l'autre, peu importe. Vraiment quelque chose de tout doux. Ou bien d'être accompagné, ou bien voilà, que le voisin puisse vous ramener, peu importe, trouver des solutions. Mais en tout cas, des petites promenades en mode balade, pas en mode rando. Tout simplement parce que là, ce qui va être important, c'est de se remettre en mouvement, pas de faire de l'exercice, ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc oui, revenir au corps, mais revenir au corps, c'est l'écouter, c'est apprendre à connaître ses limites, c'est apprendre à doser. Ce n'est pas se préparer ou se repréparer pour aller gravir le Mont Blanc. En tout cas, pas tout de suite. Donc au début, des petites balades, marcher tranquillement, c'est tout. Petit à petit, ça peut effectivement s'allonger. Et puis, vient un moment où vous sentez que, donc peut-être au bout de 10 mois, 12 mois, 18 mois, peu importe, c'est différent pour tout le monde, vous sentez que vous avez la capacité de faire un peu plus. Alors ça peut être, pourquoi pas, si vous aimez ça, aller nager par exemple, ou marcher un peu plus. Mais dans les deux cas, là encore, en mode plaisir, en mode je m'écoute, j'écoute mes sensations, j'écoute mes limites, je prends plaisir à mon environnement, et pas je vais faire du cardio. Quand vous êtes prêt à ça, vous pouvez reprendre, peut-être par des choses très douces, peut-être un peu de yoga doux, un peu de, pourquoi pas de Qigong. En sophrologie, on a aussi des relaxations dynamiques, ça peut être un tout petit démarrage très tranquille. Pourquoi pas des techniques comme le Feldenkrais ou d'autres techniques similaires qui vont vous permettre, par des tout petits mouvements, d'aller travailler justement à remettre le corps en mouvement, tranquillement, à aller justement travailler sur les traumatismes intérieurs du corps très en douceur. Pourquoi pas aussi des choses comme de la sophrodanse, de la danse libre, de la neurodanse, ces modes de danse thérapeutiques, j'allais dire, très libres, où vous pouvez simplement bouger en musique. D'ailleurs, vous pouvez très bien à la maison, pourquoi pas mettre un peu de musique, et simplement bouger 5 minutes, 10 minutes, juste pour le plaisir. On revient toujours à ces éléments, le plaisir, l'écoute, être attentif, connaître ses limites, s'écouter. Et en prenant bien tout ça, faire attention à soi et remettre le corps en mouvement, en douceur, suivre son rythme, suivre ses sensations. L'idéal aussi, c'est de commencer par petites doses. C'est pas d'aller tout de suite vous réinscrire à un cours qui dure 1 heure et demie toutes les semaines ou 2 fois par semaine. C'est peut-être commencer par des petits bouts de quelque chose chez vous, à la maison. Il y a plein maintenant de cours à distance, de choses disponibles sur Internet. Et si vous connaissez un très bon professionnel, peut-être que cette personne peut accepter de vous voir en privé pendant quelques 10-15 minutes, ou bien que vous ne fassiez qu'une partie d'un cours, etc. Voyez ce qui marche pour vous selon ce que vous souhaitez faire. Mais allez-y doucement. Il vaut mieux reprendre à petite dose, pourquoi pas plusieurs fois dans la semaine, mais à raison de 5, 10, 15 minutes, puis peut-être après une demi-heure, avant d'aller tout de suite à 1 heure et demie dans des formats assez classiques. Et de façon générale, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? C'est ne pas s'épuiser, ne pas aller tout de suite dépenser tout votre regain d'énergie. Le peu que vous avez, vraiment, il faut l'engranger. Les jours où vous commencez à vous sentir mieux, on l'a bien vu dans un podcast récent, il y a des jours qui vont être meilleurs et il y a des mauvais jours. Les jours où vous vous sentez bien,
ne dépensez pas toute l'énergie que vous avez, c'est pas le moment de ranger toute la maison et de faire tout un tas d'autres choses. Ressentez l'énergie dont vous disposez et essayez de n'utiliser qu'une partie de cette énergie ce jour-là pour continuer à l'engranger, comme si vous vouliez faire grossir un compte d'épargne. Mais là, c'est votre compte d'épargne énergie. Et donc, dans la reprise du mouvement, c'est en douceur, à votre rythme, progressivement, surtout pas trop tôt. Surtout comme vous le sentez, pas comme les autres vous le disent. Et écoutez bien comment vous vous sentez après l'exercice pour pouvoir mieux doser la fois d'après. Toujours dans le respect de vous-même, dans l'écoute, dans l'apprentissage ou le réapprentissage de vos limites, de ce qui vous est possible, pour que enfin, un jour, à un moment, vous puissiez à nouveau faire du sport, bouger comme vous le souhaitez. Voilà, j'espère que ces quelques conseils autour du mouvement, de l'exercice physique en cas de burn-out vous auront été utiles. N'hésitez pas à m'envoyer des messages pour me le dire, ça me fait toujours plaisir. Et en attendant, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode de Breakthrough Burnout, le podcast qui vous aide à comprendre et revivre.